Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Il essaye de rejeter, passer le mistigris aux autres. La situation actuelle, c'est le résultat de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse dans les propos du président de la République, c'est je vais nommer un Premier ministre qui cherchera à travailler au service de l'intérêt général. Nous disons chiche, nous sommes disponibles pour travailler au service de l'intérêt général. Mais il y a à respecter le sens du vote. Le putschiste est allé sur la télévision nationale, TF1, pour pouvoir faire un discours où il grondait les gens. Et juste après ça, il y a donc eu la réaction des autres politiques du pays. Est-ce que vous êtes au courant que le téléphone du ministre des Affaires étrangères de la France a été piraté et qu'il ne veut pas coopérer pour pouvoir régler la situation? Dans cette vidéo, on va parler de 2 sujets. Le piratage d'informations sensibles et la crise politique en France où Emmanuel Macron dit qu'il n'est responsable de rien. Commençons par le cas du hacking. Un piratage informatique visant le ministre des Affaires étrangères français et des informations confidentielles révélées. Jean-Noël Barrot actuellement est au cœur de la tourmente dans les affaires internes de la France. Comment est-ce qu'une simple erreur a-t-elle pu mettre la sécurité de la France en jeu? Bêtement, tout bêtement, vous allez comprendre l'affaire. Le ministre Barrot, déjà controversé pour ses décisions contestables, a été la cible d'une cyberattaque dont l'ampleur dépasse tout ce qui est tolérable actuellement. Cette fois, ce n'est pas une simple maladresse diplomatique, mais une négligence numérique qui soulève des questions sur sa capacité à gérer un certain nombre de responsabilités. Le 25 novembre, alors que les discussions du G7 abordaient des dossiers stratégiques, Jean-Noël Barrot, en pleine réunion, a cliqué sur un lien suspect depuis son téléphone. Oui, aussi bêtement que ça. Personne à part lui ne sait quel était ce lien. Il a juste cliqué dessus. Ça aurait très bien pu être une publicité conventionnelle ou une publicité non conventionnelle. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit ce qu'était ce lien, il s'est empressé de cliquer dessus. Et cette action a ouvert la voie à une intrusion massive dans le système d'État français, oui, où il y a les informations sensibles. Et d'ailleurs, ce n'est même pas les gars du système de sécurité français qui s'en sont rendus compte. Pas du tout. C'est le ministre Barigny des Affaires étrangères, qui s'appelle Abdoulatif Al-Zayani, qui a détecté l'incident et a alerté la France. Donc, ce n'est même pas les gars de la France qui ont compris la supercherie ou qui ont vu la porte ouverte, qui ont vu le piratage. Non. Avec ce coup d'éclat, la sécurité nationale française se retrouve compromise. Et les gens en France peuvent légitimement se demander comment est-ce qu'un ministre chargé de dossiers internationaux sensibles peut se montrer aussi peu vigilant, peut se montrer aussi imprudent. Ce qui aurait pu être qu'une simple erreur devient maintenant une affaire d'État. Vous le savez, la compromission de données confidentielles expose non seulement des informations stratégiques, mais aussi des secrets militaires et des secrets diplomatiques. Des adversaires de la France pourraient exploiter cette faille pour pouvoir exercer toutes sortes de pressions, manipuler des négociations ou alors déstabiliser un certain nombre de politiques françaises. La situation n'a pas fait grand bruit, mais ça a quand même plongé l'Élysée dans une véritable course contre la montre pour pouvoir gérer le problème. La priorité est désormais de contenir les dégâts et d'évaluer l'étendue des informations compromises. Ce qui est sûr, c'est que face à un tel scénario, la confiance dans la gestion des affaires d'État est mise en mal, sérieusement en mal. Cette affaire de sécurité pourrait entraîner des conséquences graves. Grave pour la France du moins, comme la rupture d'accords internationaux ou encore la divulgation de négociations confidentielles. Une telle négligence pourrait affaiblir la position de la France sur la scène internationale et servir de levier à différents rivaux ou à des organisations malveillantes. Ce qui semblait alors jusque-là anodin relève des failles profondes dans la gestion des affaires publiques. Mais en fait, ce qui me fait doucement rire dans cette affaire, c'est que ce sont ces gens qui viennent en Afrique, se pavaner comme ça en Afrique, en voulant nous montrer comment est-ce qu'on doit se protéger et améliorer la sécurité. Ils nous donnent des leçons et forment des agents africains. C'est troublant d'inquiétude. Avant que l'on ne continue, le responsable Mboa, c'est le jeu vidéo que vous devez télécharger. Le responsable Mboa montre nos réalités de façon comique en vous faisant rire et passer un bon moment devant vos écrans. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? En gros, vous êtes embauché au ministère pour régler les affaires très sérieuses du pays. Mais les tentations ne vous laissent pas. Déjà, il y a les camps au bureau. Et après ça, il y a plein de pression. Vous aurez le choix de rester honnête ou d'être un corrompu. Par exemple, comment est-ce que vous allez gérer vos collègues de travail qui ne travaillent pas, mais touchent bien plus d'argent que vous? Ou encore, comment est-ce que vous allez gérer les pressions familiales? Tout le monde veut ton argent, tout le monde a besoin d'aide. Tu dois payer l'école de tout le monde et j'en passe.
Comme j'ai dit, une parodie sociale africaine dans toute sa migraine. Le jeu a déjà fait plus de 60 000 téléchargements et est noté 5 étoiles. Donc prenez-le et on va voir comment vous aussi vous allez gérer les choses à la place des gens dans nos bureaux. Le responsable Mboa est disponible sur Android et iOS. Je vous laisse les liens en description. Les membres du cabinet de Jean-Noël Barrot avaient déjà constaté des comportements suspects de leur téléphone suite à la visite du ministre à Jérusalem où il avait critiqué l'arrestation de 2 gendarmes français par des forces de l'ordre israéliennes. La récente compromission du téléphone de Jean-Noël Barrot a d'autant plus inquiété les services qu'elle est survenue quelques jours après une précédente alerte émanant de membres de son cabinet. Celle-ci a surgi dans un contexte tendu, juste après un incident diplomatique à Jérusalem. En visite sur place le 7 novembre 2024, le patron du Quai d'Orsay avait en effet publiquement protesté contre les forces de l'ordre israéliennes à la suite de l'arrestation de 2 gendarmes français. Dans la foulée, des membres de son cabinet avaient constaté des comportements suspects de leur téléphone personnel, mais là encore, des investigations poussées n'ont pas été possibles. Également interrogé sur cet épisode, le cabinet du ministre a répondu n'avoir pas connaissance de ces informations. Bien évidemment, ils doivent nier. Ils doivent tout le temps nier. Victime d'un piratage pendant le G7, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a voulu garder son téléphone au mépris de la sécurité nationale. Et en fait, pourquoi est-ce que les gars disent ça? Parce qu'alors que les experts de l'ANSSI tentent de récupérer l'accès à son appareil, le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot, persiste dans son manque de coopération. Je vous ai dit, non? Je vous ai dit. Le lien sur lequel il a cliqué là n'était pas un lien safe. Il ne veut pas révéler. Mais en fait, il refuse de coopérer tout simplement. En gros, il refuse de travailler avec les agents pour que les agents colmatent en fait la brèche et règlent la situation. Une question reste en suspens. Comment quelqu'un d'aussi mal préparé aux enjeux numériques peut-il prétendre représenter la France sur la scène internationale? Comment c'est possible? Avant de s'engager dans les débats géopolitiques de premier plan, peut-être qu'il devrait commencer par apprendre à reconnaître les risques numériques les plus basiques. Voilà, c'est une suggestion. Et je pense en vrai que tous les membres du gouvernement et toute personne qui ont accès à des informations sensibles sont formés à la sécurité numérique et à la cybersécurité en gros, à minima contre les dangers les plus basiques, vous voyez. Donc, soit il n'a pas suivi ses cours, ce qui est peu probable. Ils sont médiocres, mais pas à ce point. Quoique... Peut-être que je suis en train de les surestimer. Je sous-estime leurs bêtises. Donc, soit il n'assistait pas au cours, soit il a volontairement cliqué sur un lien dangereux parce qu'il estimait que voilà, ça en valait le coup. En tout cas, tant que les informations qui sortent aient de l'Afrique, c'est tout bénef. On passe donc à la tentative maintenant du président Emmanuel Macron de jeter la faute sur les autres. De faire comme si voilà, de toute façon lui fait tout parfaitement, hein. Ce sont les autres qui dérangent. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Le 4 décembre 2024, la France a vécu un événement inédit depuis plus de 1962, l'adoption d'une motion de censure. Cette décision marque un tournant décisif pour le président Emmanuel Macron, désormais confronté à des appels répétés à sa démission. Les gens insistent pour qu'il dégage. Malgré le fait qu'il y a cette pression qui grandit, le type reste ferme. Le gars, il a dit que jusqu'à la dernière seconde, il va garder son poste. Donc, il sera là jusqu'à la fin de son mandat en 2027. En passant, j'ai fait une vidéo où je critiquais son discours. Je faisais en gros une sorte de critique de son discours à TF1. Et la vidéo a été supprimée, elle n'a même pas pu être publiée pour des questions de droit d'auteur. C'est la première fois, je répète, c'est la toute première fois que je vois un discours officiel d'un président de la République sur la chaîne nationale d'un pays être protégé par les droits d'auteur et restreint au visionnage dans la plupart des pays du monde. Oui, c'est du jamais vu. L'allocution d'Emmanuel Macron n'est pas disponible dans tous les pays. J'ai été choqué. En tout cas, je tenais à le dire pour que vous sachiez comment est-ce que se comportent les soi-disant garants de la liberté et de la démocratie. Droit d'auteur et en plus ils font une restriction géographique. Bravo. La crise politique qui est en train de s'intensifier en France là, dépasse les frontières hexagonales et affectant la stabilité intérieure et l'équilibre européen, voire même l'influence diplomatique mondiale de la France. Bien évidemment. Et il y a une part importante de l'opinion publique qui considère Emmanuel Macron comme le seul responsable de cette situation chaotique.
Lors de son allocution télévisée, donc je vais essayer de mettre quelques extraits si ça passe, prononcé le 5 décembre, le président français a pointé du doigt l'extrême gauche et l'extrême droite qu'il accuse d'avoir sciemment collaboré pour déstabiliser le pays, voire forcer une élection présidentielle anticipée. Oui, il a dit qu'il n'est pas responsable de toute façon. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France, ont choisi de les aider. Macron a exclu toute idée de cohabitation ou d'avancement du scrutin prévu en 2027, ce qui a aggravé donc le climat de tension. La chute du gouvernement, dirigé par Michel Barnier, a mis en lumière, a mis en évidence une alliance inattendue entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, en abrégé NUPES, menée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ces formations politiques sont idéologiquement opposées, mais se sont quand même unis pour pouvoir rejeter un projet de budget de Barnier jugé trop rude, trop austère, ainsi que sa nomination même, perçue toujours comme étant une tentative d'Emmanuel Macron de contourner la victoire électorale de la gauche. Le budget pourtant conçu pour réduire les déficits croissants de la France a suscité une vive réaction populiste, ce qui a donc entraîné une motion de censure historique. Cette destitution, la première depuis l'inauguration de la Ve République, illustre les fractures béantes dans le paysage politique français. Macron voit l'extrême gauche et l'extrême droite se réunir contre lui, et il estime que ce sont les autres qui ont un problème. Je ne sais même pas si vous entendez ce que je viens de dire. Les gens qui ne se parlent pas, qui ont des fractures idéologiques très graves, se mettent ensemble pour t'arrêter et tu dis que tu n'as rien fait. C'est-à-dire, c'est au niveau où l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Parce que l'extrême gauche et l'extrême droite ont réussi à trouver un terrain d'entente qui est contre lui. Non, c'est quand même aïe. C'est quand même un message très fort. Et en plus, la crise en France survient à un moment particulièrement sensible pour l'Union européenne. En tant que pilier militaire et économique du bloc de l'Union européenne, l'instabilité politique française affaiblit la cohésion de l'Europe et expose plein de fragilités de la zone euro. Et à cette situation délicate s'ajoutent les défis internes de l'Allemagne, qui traverse également une période d'incertitude économique et électorale. Et au fait que Trump va revenir à la Maison-Blanche, ce qui va redessiner l'échiquier géopolitique mondial. Donc, la crise en France montre en fait les enjeux de l'Europe encore plus vastes. La montée du populisme, les tensions économiques et la fragmentation politique. Ces défis risquent de compliquer les négociations commerciales, d'affaiblir la politique étrangère de l'Union européenne et de nuire à sa gouvernance économique au moment où elle a besoin d'une sorte d'unité pour la stabilité ou encore pour faire face aux différentes crises mondiales à venir. Parce que ça viendra. C'est même déjà là en fait, c'est même plus le futur. Mais bon, c'est l'Occident, je n'y crois pas une seule seconde. Les gars vont préférer faire des réunions entre eux pour se féliciter entre eux comme ça et s'auto-valider entre eux. Voilà. Depuis des décennies, l'Union européenne s'est appuyée sur la coopération entre la France et l'Allemagne pour pouvoir impulser sa direction. Aujourd'hui, les deux piliers de l'Union européenne traversent des turbulences majeures. Tandis que l'Allemagne est en train de se débattre avec des incertitudes politiques et économiques. La France est collée, coincée, bouchée dans une crise institutionnelle et fiscale. Pour faciliter la situation pour nous, Africains, aucune figure charismatique ne semble être prête à émerger pour pouvoir guider ces nations dans l'impasse actuelle. C'est magnifique. Leurs dirigeants sont tous pires les uns que les autres. Et j'insiste, c'est parfait. Ce vide de leadership amplifie les inquiétudes au sein de l'Union européenne et c'est une occasion en or pour les pays africains et toutes les régions, même d'ailleurs sous leur contrôle. Là, je pense par exemple à ce qu'ils appellent colonialement les dom-toms. La démission éclair de Michel Barnier, désormais connu comme le premier ministre le plus éphémère de la Ve République, a exacerbé les pressions sur Emmanuel Macron. Trouver un remplaçant capable de restaurer la stabilité politique est une priorité non seulement pour la France, mais pour l'Europe entière. Sauf que ce n'est pas possible, étant donné que la seule manière de stabiliser le pays, c'est que Macron démissionne. Moi, j'ai entendu un bavardage creux et prétentieux, faire des leçons, donner des leçons à tout le monde, et en comptant sur le fait que les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Ce n'est pas M. Barnier qui a été censuré, M. Boulot. M. Barnier, tout le monde voyait qu'il tâchait de faire ce qu'il pouvait, il n'avait pas de majorité, un socle commun qui ne fonctionne pas.
C'est M. Macron qui a été censuré. L'esprit, c'est qu'il doit s'en aller pour que le peuple puisse de nouveau voter. Du moins, la seule manière de commencer à trouver un semblant de solution, étant donné que c'est la politique de Macron qui, jusqu'à présent, a conduit à cette crise, a conduit à cette situation. Il pourrait aussi reconduire Barnier comme Premier ministre par intérim. Ça pourrait sembler un choix pratique, mais ça va certainement renforcer l'image d'un pouvoir qui ne veut rien entendre aux appels au changement. Un pouvoir putschiste et dictateur. Pendant ce temps, l'opposition et une partie croissante de l'opinion publique continuent de remettre en cause la capacité de gouverner d'Emmanuel Macron. Oui, il y a des gens qui insistent toujours là-dessus, que ce gars ne sait pas gouverner. La formation d'un nouveau gouvernement en France est devenue un exercice très compliqué. La nouvelle Union populaire, NUP, qui rassemble écologistes, socialistes, communistes et la France insoumise, constitue désormais le plus grand bloc à l'Assemblée nationale. Pourtant, cette coalition ne dispose pas d'une majorité absolue, ce qui l'a contraint à chercher des compromis avec des députés macronistes pour pouvoir faire avancer ses projets. Une nomination potentielle issue de la NUP, comme celle de Lucie Castet, avait été refusée par Emmanuel Macron. Mais il a été très tranchant là-dessus. Parce qu'il avait peur qu'un tel choix allait entraîner l'abandon de ses réformes, notamment celle des retraites. L'incapacité à trouver un terrain d'entente, même théorique, montre encore une fois de plus l'impasse actuelle dans laquelle ces gars sont. En tout cas, on voit avec cette crise les divisions au sein de la Ve République. Les alliances instables et les luttes internes au sein de la coalition alimentent l'incertitude, rendant difficile la mise en œuvre de politiques durables. Et aussi, on ne va pas se mentir, tout le monde essaie de devenir président à un moment donné, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et j'en passe. Alors que la France cherche désespérément à trouver un semblant de stabilité, l'avenir reste incertain et chaque décision prise par l'Élysée actuellement risque de redessiner l'échiquier politique national française et européenne. La priorité immédiate pour Emmanuel Macron, c'est de restaurer une stabilité minimale en nommant déjà un Premier ministre crédible en fait. Et s'il nomme un Premier ministre et que ça s'avère être un échec, ça va encore renforcer les forces d'opposition, déjà galvanisées par la crise actuelle. Et ça va encore intensifier l'appel à sa démission. On voudra encore plus qu'il dégage. L'affirmation stratégique du Sud global, le fait que le Sud global est en train d'émerger et le retour de Trump sur la scène internationale ajoute une couche de complexité à une situation déjà délicate en Europe. Pendant que la France est coincée dans ses troubles politiques, Bruxelles pourrait donc exploiter cette période d'instabilité pour pouvoir avancer sur des dossiers jusque-là bloqués. L'accord commercial avec le Mercosur, par exemple, longtemps rejeté par Paris, notamment pour des raisons environnementales et agricoles, figure parmi les projets susceptibles de connaître une lancée. Avec une France politiquement affaiblie et incapable d'exercer son veto habituel, la Commission européenne pourrait donc trouver un terrain beaucoup plus favorable pour pouvoir faire approuver ce pacte. Mais c'est quand même à noter qu'un tel contournement va risquer de provoquer une fracture au sein même de l'Union européenne. Et un nouvel échec de Macron à stabiliser la situation va déclencher une crise gouvernementale à l'échelle européenne, mettant en péril non seulement le projet européen en lui-même, mais aussi son unité dans le monde en mutation. La France qui passe son temps à appeler l'Europe à chaque fois qu'elle a un problème là, elle passe son temps à appeler l'Europe pour venir attaquer l'Afrique, sera ridicule à crier toute seule d'une voix sourde. Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que ces gens viennent nous donner des leçons sur la gouvernance. Est-ce qu'ils s'en sortent eux-mêmes? En tout cas, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.